Tiers-livre, Écran de nuit, semaine avec Kenneth Goldsmith, 5e, dernier épisode. Et pourtant, dans ce uncreative writing, l'impression que ces dimensions perpendiculaires, transversales, ces choses où on pourrait descendre, explorer plus, on est très très loin d'avoir fait le tour. Et un principe un petit peu général de ce livre, c'est celui-ci. Les arts visuels, dans la révolution qui s'est amorcée de ce côté-là dès les années 50-60. Magnifique chapitre sur Andy Warhol et Sol Levitt. Andy Warhol, vous savez, par ses pratiques de s'enregistrer en direct dans des supermarchés, dans des soirées, dans la rue, mais des pratiques qui peuvent être beaucoup plus complexes. Chaque matin, appeler son assistante au téléphone et lui faire un récit de ce qu'il a traversé la journée précédente. Or, on est dans une recréation à distance, à intervalles de nuit, faite pour une interlocutrice par l'intermédiaire technique du téléphone, et donc là encore une construction temporelle de récit, puisque discours qui n'est pas interrompu, qui est dirigé, tandis qu'elle essaye de refabriquer, et ensuite cet ensemble, c'est cette assistante qui produira le livre qui s'appelle Journal de Andy Warhol. Kenneth Goldsmith, pour travaillant, en fouillant ce filon-là, se rend là où sont les archives de Andy Warhol. Découvre que ces archives comportent quelques 450 gros cartons, la plupart n'ayant pas été même inventoriés. Mais dans ces cartons, Warhol avait exigé que soient déposées même ces poubelles. Et en même temps, le processus d'inventaire des cartons est fixé. Ça veut dire que pour le documenter, le photographier, transcrire ce qu'on trouve d'éléments de texte, mais le cataloguer, il faut 2 ou 3 personnes pendant au moins 2 ou 3 semaines pour chaque carton. Tout ça pour les poubelles d'Andy Warhol. Mais tout d'un coup, ce qui s'arrête, c'est la limite, c'est la frontière du livre. Ce travail sur la frontière, je crois que c'est ce que je dois à mon voyage de 5 mois pour la traduction de Uncreative Writing et en faire cette version française. C'est compliqué à dire, même si ça paraît simple. Des livres sans frontières, il y en a toujours eu. Un de ceux qui revient le plus obsessivement dans son texte, c'est la vie de Samuel Johnson, par un gars qui s'appelle Boswell. Ce livre rend compte de la vie d'un gars qui était certainement personne passionnante en son temps, mais pas plus que beaucoup d'autres, et essaye de la rendre de façon exhaustive. En même temps, ceux qui ont connu le vrai Johnson corrigent, protestent, annexent, amendent le texte de Boswell pour dire « mais non, parce que cette soirée-là, il s'est passé ci, il s'est passé ça ». Et donc, tout d'un coup, le livre qui est un classique maintenant de la langue anglaise, cette vie de Samuel Johnson par Boswell, devient une espèce de sphère infinie qui se remultiplie, démultiplie à mesure des rééditions, des compléments, des transformations tout au long d'un siècle suivant. Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter avec ça ? Oui. Oui, pourquoi ? Parce qu'on est confronté à la tâche d'écrire dans un écosystème qui s'est transformé. L'écosystème numérique, c'est-à-dire qu'on peut chacun avoir nos livres imprimés, même ceux-là avec le print on demand, on peut sans cesse aussi faire des mises à jour, les transformer, enlever des versions, les remplacer, c'est-à-dire la logique numérique de ce qu'on a appris par l'e-book ou le livre numérique. Maintenant, on est capable aussi de l'importer dans l'univers du livre imprimé. Mais ce qu'on publie, c'est pas simplement le livre et puis goodbye tout le reste, comme ça pouvait être le cas pour Flaubert, pour Baudelaire, toute la reconstruction qui a été patiemment faite pour Baudelaire sur le site de l'université de Rouen par Yvon Leclerc. Là, on a comme ça reconstruction rétrospective d'un écosystème, mais qui n'inclura pas la voix de Flaubert, ni les poils de sa moustache. Nous, par contre, dans notre écosystème de publication numérique, là, quand je suis sur YouTube, je suis où ? Dans mon journal, dans de la correspondance,
dans quelque chose qui s'ajoute à mon travail, dans quelque chose qui se greffe au travail que je produit sur Kenneth Goldsmith, en passant de la version française à la version américaine, et puis les images, et puis les films, et puis la recontextualisation. Par exemple, hier soir, je prends un fragment de lecture de Vanessa Place, je l'insère dans ma propre vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je refabrique ou défabrique? De l'exigence ou de l'extrême de Vanessa Place? Ça, c'est des choses que Goldsmith explore. Par exemple, je dis toujours, par exemple, depuis 5 minutes, il va falloir que je les enlève. Tiens, voilà, ça aussi, il y a ce genre de choses. C'est deux ingé-sons qui étaient à Los Angeles dans les années 60, à grande époque de la radio, dans une émission où on faisait des interviews de gens célèbres, d'artistes, même Marilyn Monroe. Etc. Et comme nous on fait avec nos petites vidéos, ce qu'ils avaient fait, c'est leur tâche, c'était d'enlever les reniflements, éternuements, bredouillage. Hier soir, je disais aussi beaucoup dans mes petites vidéos, comme ça, comme ça, comme ça. À la fin, j'avais enlevé 15 comme ça. Je dis, oh, j'aurais dû les garder, les mettre. Ouais, eux, ils ont fait ça. Une espèce de... Alors, je crois que c'était un disque, tout simplement, et puis aussi une émission de radio, où ils avaient reconstitué pour chacun de leurs invités la masse des chutes. C'est-à-dire la masse des chutes refabriquait un discours. Fait de reniflement, de bredouillement, de hand, et isn't it? Mais en même temps, on reconnaissait parfaitement la personne. Et tous ces basculements, ces renverses, voilà, on est dans la mine que développe, je crois qu'il est le premier à le faire avec cette exhaustivité-là, Kenneth Goldsmith. Je reprends, je me remets dans mon rail. On est dans un écosystème différent où la publication se démultiplie. Qu'est-ce que ça ajoute ou change de l'idée par rapport à la chose, elle, fixe, stable, qui jusqu'alors était le seul média possible pour que tout ça circule hors de l'auteur et s'approprie en dehors de l'auteur, dans ce geste libre qui constitue le livre et la lecture. C'est la lecture, dans sa distanciation silencieuse, dans son processus linéaire, qui devenait le dépositaire, ou du moins même la fixation extérieure de notre propre mémoire, de ce qu'on fabriquait d'imaginaire dans le cours temporel de cette lecture. Cet imaginaire, c'est ce qui compte. Le ranger dans sa bibliothèque fait qu'on archivait, non pas simplement le livre, mais la trace mémorielle qu'on était seul à porter et que l'objet nous permet de réactiver. C'est des choses qui sont assez connues, dans la mesure où cet objet, non pas s'érode, mais quand on est confronté à une masse différemment organisée de lecture, dans sa profusion, dans sa mobilité, dans sa fragilité, dans l'hétérogénéité de ces médias successifs, qu'est-ce qu'il advient de cet imaginaire? Mais je crois qu'une part comme ça un petit peu centrale, souterraine, du travail de Goldsmith dans son Uncreative Writing, c'est d'aller la mettre au jour. J'ai cité l'exemple de Andy Warhol. Sol Levitt, c'est des instructions qu'il appelle paragraphs. Et ces paragraphes, c'est des suites de textes qui permettent à un exécutant d'aller refabriquer le dessin là où il deviendra œuvre. C'est ça qui est compliqué pour Sol Levitt. Mais en même temps, l'œuvre, c'est strictement non pas le dessin qui est refait sur le mur de la spirale de Guggenheim par un artisan, mais c'est tout simplement le texte qui se présente sous forme d'une suite de 2 pages de paragraphes sur la méthode de fabrication de ces dessins. Donc un texte littéraire. Par contre, un texte littéraire auquel on accroche une valeur symbolique extrêmement forte, que le livre a du mal. Une histoire pour entrer de façon plus précise. Lawrence Weiner. Vous connaissez Lawrence Weiner? On le voit dans tous les musées. Un travail fait sur des slogans géométriques, des arrangements qui se passent toujours avec des phrases, avec des mots. Et là aussi, c'est important. C'est-à-dire comment les arts visuels empruntent au fonctionnement du langage dont, a priori, et littérateurs, nous sommes responsables. Et qu'est-ce que c'est, le langage tel qu'il est réexploité par Lawrence Weiner?
quelque part, il est encore poésie, il est encore narration. Il est narration dans un contexte, il est narration dans l'exécution qu'il a produit, c'est-à-dire non pas la typographie confiée à l'éditeur et à l'imprimeur, mais la typographie comme action reprise par Laurence Weiner, fabriquant son œuvre mot. Et nous-mêmes, aujourd'hui, comment, dès lors qu'on est sur un blog, dès lors qu'on organise un statut, dès lors qu'on fabrique un objet comme numérique ou qu'on le reprend par une vidéo, par tous ces transferts, regardez comment Instagram travaille en permanence sur texte-image, eh bien, on est dans cette même problématique que la littérature n'avait pas besoin de se poser, quoique Stéphane Mallarmé, un coup de dé jamais n'abolira le hasard, c'est d'accord. On est toujours dans ce champ où on reprend rétrospectivement notre propre histoire pour comprendre l'inconnu du présent. Mais Laurence Weiner, ben, il n'est pas simplement des arts visuels, il est dans quelque chose qui nous concerne directement. Statement, c'est le même mot que Vanessa Place. Le livre de Vanessa Place s'appelle Statement of Facts, des positions concernant les faits, puisqu'on est dans le vocabulaire juridique. Pour Laurence Weiner, c'est juste statements. Traduisez comme vous voulez. Protocole, dispositif, on a plein de mots à la mode, mais des mots qui sont fragiles, qu'il faut vite se débarrasser dès lors qu'ils sont à la mode. Gardons statements. Une bombe, qu'est-ce que j'ai qui ressemble à ça? C'est pas ça du tout ça, c'est ma petite enceinte pour les pioles d'hôtel. Puis appuyer sur cette bombe, s'en servir pendant 2 minutes sur un carré de 1 mètre de surface. Qu'est-ce qui se passe quand je bombe? Simplement, j'ai une injonction temporelle. On ne me dit rien sur la couleur, on ne me dit rien sur l'endroit, on me dit à peu près la taille, on me dit simplement la durée, et à moi de m'organiser. Est-ce que je fais des machins? Est-ce que je fais dans l'autre? Où ça se complique? Laurence Weiner le fait lui-même. Il en fait la démonstration dans son loft, à l'époque des coins de Manhattan qui étaient un petit peu à l'abandon, un peu en friche, et il le documente par une photographie. La photographie de Laurence Weiner ayant exécuté, nuance, on n'a pas une vidéo de l'action, alors que Gina Pan, par exemple, dans la même époque, fait des vidéos de ces actions. On a la documentation du bombage terminé sur un coin de plancher, 2 minutes de Laurence Weiner ayant réalisé cette action. Qu'est-ce qui a valeur symbolique d'art? La photo. Elle est tirée à tant d'exemplaires. Là encore, réflexion de Kenneth Goldsmith qui nous emmène tout de suite chez Walter Benjamin, qu'une photo n'a pas aujourd'hui, qu'elle soit tirée à 5 exemplaires, à 10 ou à 500, ça ne change rien à la photo elle-même, ni à sa valeur symbolique. La valeur marchande s'établit selon d'autres processus. On a toute une flopée de celles et ceux qui ont refait l'expérience de Weiner. Vous achetez une bombe au supermarché du coin, vous prenez en fluo, vous le prenez en ce que vous voulez, vous prenez 1 mètre quelque part sur le mur de votre voisin, et puis allez-y, pendant 2 minutes, montre en main, vous fabriquez votre bombe. Vous avez réalisé un Laurence Weiner, du Laurence Weiner transportable. Important ou pas? Oui, pour la littérature, parce que c'est ce concept d'action. La littérature est ce qui se reproduit comme action, y compris chez le lecteur. L'action de lire, s'il s'agit d'une marche urbaine, comme dans les psychogéographies de Debord, on est dans ce processus littéraire qui suppose l'action de celui qui lit, une action hors livre, pour devenir. En quoi elle est poème, en quoi elle est affrontement, comme ça, du monde. Je tire un peu les cheveux en 4? Non, pas du tout, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe avec Weiner? Les prix des loyers de Manhattan montent et puis ce quartier entre le Village et Soho deviennent hyper à la mode. Les gens comme Weiner sont forcés de déménager dans le Queens ou Brooklyn ou n'importe où qu'il soit. Maintenant, je n'ai pas son adresse privée, alors que Kenneth Goldsmith lui rend régulièrement visite. Et le marchand de pantalons ou de ce qu'on veut, ou galeries d'art, comme elle prolifère dans ces quartiers maintenant hautement chics, évidemment la première chose c'est d'enlever les planchers industriels. Louise Bourgeois aussi avait un atelier comme ça. Et de le transformer par un sol qui ressemble à de l'industriel mais qui fait nettement plus chicos. Et puis il sait qui c'est Laurence Weiner. Il voit ce truc blanc au sol. Il est plus ou moins au courant. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à un type de prendre une scie sauteuse et de découper le carré de 1 mètre sur 1 mètre. Et tout d'un coup, le bombage de Laurence Weiner est redevenu œuvre traditionnelle. Par contre, Weiner l'a gardé dans sa cave
et l'a jamais montré. C'est ça, ces espèces d'entrelacs. Peut-être que je vais plus loin que ce qu'exprime directement Kenneth Goldsmith, mais non, c'est ce qui retourne et rebrasse sans arrêt, et sur quoi il continue de travailler. Wasting Time on the Internet, c'est aussi de ça qu'il est parlé constamment. Cette notion d'écosystème autour de la publication, c'est là que serait le concept qui, en basculant, nous contraint à nous interroger sur ce qu'on demande à la lecture. Comment travailler, non pas sur la consommation passive de la lecture, ou la lecture divertissement, ce qui s'appelle roman, ce qui s'appelle rentrée, ce qui s'appelle prix littéraire, mais sur cette fonction même du langage qui nous construit nous-mêmes par rapport au dehors et suppose qu'on assume en permanence notre propre histoire dans le langage, et donc l'histoire incluse de la littérature, de la poésie. Et c'est là où ce détachement qui se passe dans cet exemple de Lawrence Weiner, mais qu'on retrouve chez Andy Warhol, et Sol Levitt et d'autres, le peintre Asper Jorn, par exemple, dans les années 60 au Danemark. C'est là où il y a un verrou décisif qu'on peut arriver à cerner, nommer, et de là tirer vers nous dans la littérature. Si ce qui compte, c'est la question qu'on se pose sur l'œuvre. L'œuvre, qu'elle soit réalisée ou pas, n'a plus tant d'importance. Et on a des constructions du même Lawrence Weiner, où il ne s'agit plus de statements concernant des choses qu'il a lui-même effectuées, mais des statements pour des œuvres qui pourraient être effectuées. Et dans notre tête, dans le rapport qu'on a à simplement se les formuler, se les énoncer, on a quelque chose qui est conceptuellement aussi fort que le rapport qu'on peut avoir directement à l'œuvre plastique. Ce qui n'est pas forcément vrai jusqu'au bout. Le rebasculement de Sol Levitt à la fin de sa vie, vivant en Italie, peignant des paysages, travaillant sur les couleurs, le prouve bien. J'ai souvent parlé ici de la révérence que j'ai pour Édouard Levé. Qu'est-ce que c'est œuvre ? 533, je crois. Invention d'œuvres tenant à la littérature, aux arts visuels, à la danse, à la performance, à la photographie, aux films, qui sont en même temps des actions. On est complètement dans cette intersection naissante, où ce que Goldsmith isole dans sa naissance et son grandissement dans les années 60 pour les arts visuels commence à engendrer de la littérature. Alors oui, travail sur la frontière et comment l'idée de la frontière elle-même devient œuvre. Est-ce que vous vous souvenez des passages de Walter Benjamin ? Passagenwerk, vous connaissez tous l'histoire. En 1935, à Paris, il s'isole dans la Bibliothèque nationale, accumule des milliers de fiches et des milliers de fiches qui sont recopiées des choses concernant le 19e siècle, les révolutions, les panoramas, la photographie, la mode, que personne auparavant, à quoi personne avant lui n'avait accordé de vraie importance. Ces fiches, quand en 1940 il part et qu'il va se suicider à Port-Bou, c'est Georges Bataille qui les met à l'abri. Et vous savez qu'en France, on a cette belle édition, le livre des passages, qui est fabuleuse comme outil de travail. En même temps, c'est le paradoxe, c'est qu'est-ce qui est traduit dans cette traduction, puisque plus de 70% de ce qui s'écrit là est déjà du français recopié, et que les petites notes de Walter Benjamin, si importantes qu'elles soient pour nous, ne sont qu'une fraction mineure. Et une œuvre, justement, qui n'a pas de frontières, puisque on reprend ce que Benjamin avait lui-même à peu près classé, trié dans des chemises, mais les renvois qu'il fait, quelquefois, c'est vers des chemises qu'il n'a pas encore créées, d'autres fois, ça se retrouve dans plusieurs, et quand Giorgio Agamben décide de reprendre l'accumulation des fiches et de prendre tout ce qui concerne Baudelaire, il en retrouve 4 fois plus que ce qui avait été repris dans le Passagenwerk. Et où seraient les limites de cette œuvre ? Ben voilà ce que fait Goldsmith. Paris, capitale du 19e siècle, dit Walter Benjamin. New York, capitale du 20e siècle. Alors regardez là encore comment cette idée de l'objet, en quoi il y a une version Kindle de ça, et c'est très intéressant de voir comment nous-mêmes on se comporte par rapport à deux objets identiques, mais à ergonomie et support
supports différents. On peut dire que c'est kitsch, le doré, tout ce qu'on veut. Le travail du grand format, je suis dans le bon sens. Ouais, je suis dans le bon sens. Voici un assemblage kaléidoscopique d'une histoire poétique de New York. Un hommage sans équivalent et original à la ville, entièrement fait de citations. Extrait d'une montagne de sources historiques, journaux, mémoires, journaux de voyage, articles, romans, documents officiels, emails, réorganisés dans des catégories interprétatives qui révèlent l'architecture philosophique de la ville. Capital, c'est le nec le plus ultra des livres sur la mégapole ultime qu'est New York. C'est aussi un livre, it's also a book of experimental literature c'est aussi un livre de littérature expérimentale qui transpose l'œuvre majeure et unfinished, inachevé de Walter Benjamin, de montage littéraire sur la ville parisienne, The Arcades Project, Paris, capitale du 19e siècle, passage dans le Paris du 19e vers le 20e siècle de New York. Bring the streets to life, amenant ces rues à la vie dans des catégories comme sexe, commodité, centre-ville, métro, Mapplethorpe. Capital est un livre qui tente de fasciner, prend le risque de rater, parce que est-ce qu'une mégapole peut vraiment être écrite? Est-ce qu'une histoire, si extensive ou exhaustive qu'elle puisse être, peut la comprendre? La ville comme sexe, tiens. La ceinture de le ventre de New York. Interlude. Lire dans la ville. Solitude. Mapplethorpe. C'est un peu un passage provoque qui fait un bridge comme ça au milieu du livre. Je commande pas. Ça aussi pour moi c'est une question. J'arrête pas de lire ces trucs-là. On trouve même des fragments de Lovecraft. On trouve des fragments de... Vous savez, ce très beau passage de Michel de Certeau grimpant sur le World Trade Center, juste à peine la fabrication du World Trade, et s'interrogeant sur qu'est-ce que c'est que de voir une ville de tout en haut. Est-ce qu'un livre comme ça est une autre frontière, développe une autre frontière? J'en sais rien, c'est pas la question. Je pense que je suis jaloux comme un pou de ce machin Capitol. Pourquoi tout d'un coup? Mais aussi parce qu'on trouve les ordinateurs, mais aussi parce qu'on trouve les cinémas, parce qu'on trouve les télévisions, parce qu'on trouve nos usages de la ville, parce que quand on marche dans New York, on a lu Debord et qu'on connaît les psychogéographies, et qu'on a lu John Dos Passos, et qu'on... et puis qu'on la pratique aussi par des YouTube. Je ne sais pas si j'ai fait mon boulot ou pas. Avec ces 5 impros, je croyais que ce serait facile. C'est encore moins facile après avoir passé 5 mois, jour par jour, comme ça, à grignoter cette traduction. Évidemment, ça finit jamais, mes trucs. Juste pour la fin. Vous savez ce qui était le plus difficile à traduire? La chose la plus élémentaire qu'annonce Goldsmith, dès son introduction, c'est un concept. Que l'écriture, c'est moving information. Moving, to move, bouger, déménager. Mais aussi mouvante, information mouvante, chose sans cesse en mouvement. Et une grande partie comme ça, de ces ancrages, s'il y a 5 tenseurs maximum qui donnent à une telle entreprise à la fois sa cohérence et à la fois ses points de fusion, sa permanente mobilité, qui permettent qu'on oriente toujours cette même caméra immersive à l'intérieur de dimensions différentes. Ce moving information en est un des plus centraux. Quelque part, je crois que c'était le point le plus impossible à traduire de tout ce qu'a écrit Goldsmith. Maintenant, c'est à vous, l'expérience avec ce bouquin. Moi, si je le remercie, Kenny, c'est d'autoriser ça. Qu'on revienne à son propre boulot et qu'on revienne avec une sacrée pêche d'enfer en plus. L'imaginaire est repossible, à nouveau possible. Et on n'est plus dans la logique industrielle du petit roman gnangnan. À la semaine prochaine, ou une autre. À bientôt.